7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h42, le grand sinologue Simon Leys expliquait que le XXe siècle était tout entier contenu dans deux auteurs, Franz Kafka et George Orwell. Il semblerait que le XXIe siècle soit, en tout cas pour les quelques années que nous avons déjà vécues, tout entier contenu dans George Orwell, comme vous le savez. Plusieurs de ses livres sont aujourd'hui encore des best-sellers aux États-Unis, en France également, on a vérifié. Et 1984 et La ferme des animaux se vendent fort bien parce qu'ils évoquent toute une série de facettes de notre époque, l'antidogmatisme, la capacité de penser contre toutes les idoles, toutes ces manières de penser qu'a eu Orwell sont des choses qui nous parlent. Et un livre est publié aujourd'hui en français dans la tête d'Orwell. Il est dû à Christopher Hitchens aux éditions Saint-Simon. Christopher Hitchens n'est plus de ce monde, mais pour parler de ce livre et pour parler d'Orwell, un homme, Richard Blair. Bonjour monsieur, merci d'être là. Richard Blair comme Eric Blair, car George Orwell s'appelait en réalité Eric Blair. Vous êtes le fils de George Orwell. Vous aviez 6 ans lorsqu'il est mort. Pouvez-vous nous dire quel genre de père était George Orwell? Bonjour. My father was born into, I suppose, a very middle-class family. Je pense que mon père est né au sein d'une famille de très classe moyenne en 1903, en Inde. Et il est revenu en Angleterre avec sa mère à l'âge d'1 an. Il a été élevé à Henley-on-Thames, en Angleterre. Il est allé à l'école, une école traditionnelle. En fait, ce qu'on appelle prep school en Angleterre, de 7 ans à 13 ans, ce qu'on dirait lycée autrefois en France. C'était... En fait, il a reçu une bourse pour aller à Eton, qui était la première et la plus grande des écoles privées, un internat. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc quand il a quitté à 18 ans, en 1922, il n'est pas allé à l'université. Il a rejoint le service de la police indienne. Il a été envoyé en Birmanie en tant que policier et il y a passé 5 ans. C'est en Birmanie, je pense, qu'il a commencé à se rendre compte ce que faisait l'Empire britannique. Et il n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu. Et les Birmans haïssaient les Anglais. Mais bon, mis à part sa propre personne, mais en tant que policier britannique, évidemment, il n'était pas aimé. Il a quitté en 1927. Il est revenu à la maison et il a décidé qu'il voulait devenir écrivain. Je pense que ça a germé dans son esprit de nombreuses années. Il a quitté sa vie ordinaire d'un homme venu de la classe moyenne et il a commencé... Il a dit qu'il avait décidé de commencer en bas de l'échelle. Quand je dis en bas de l'échelle, littéralement, il est allé vraiment dans le caniveau. Il est devenu véritablement un clochard. Et si vous êtes véritablement dans le ruisseau, tu ne peux aller nulle part que vers le haut, a-t-il toujours dit. Il voulait comprendre ce que ça signifiait de n'avoir rien, d'être sans un sou, d'être véritablement en bas, tout à fait au plus bas de la société. Et donc, il a commencé une expédition, en quelque sorte. Il est venu à Paris. Je ne sais pas exactement à quelle date précise, mais ça devait être au début des années 30. Et il a fait ce que beaucoup de jeunes gens faisaient à l'époque. On va à Paris et on apprend à écrire. Et c'est à cette époque-là qu'il a perdu tout son argent. Il n'avait pas du tout d'argent. Il a dû travailler. Il est devenu
plongeur dans un hôtel très connu de Paris, et nous ne savons pas lequel c'était. Et probablement cet hôtel a fait de grands efforts pour rester anonyme. Et puis après, il est rentré au Royaume-Uni. Mais je dois dire que une des choses pour lesquelles mon père est critiqué, il avait une dame à Paris, Madame Limousin, une tante, c'était sa tante, et on lui a dit, mais pourquoi t'es pas allé voir ta tante pour lui demander de l'argent? Mais c'était pas ce qu'il voulait faire. Il voulait comprendre ce que ça voulait dire d'être véritablement un clochard ou d'être sans argent à Paris. Et donc quand il a fini cela, il est retourné en Angleterre pour apprendre. En fait, il est revenu en Angleterre. Il a fait la même chose à Londres. Il est devenu un tramp, un clochard. Il est passé d'un abri à l'autre. Et il voulait découvrir ce que cela veut dire être sans argent au sein de la société anglaise, pour pouvoir écrire sur ce sujet. Et le livre qu'il a écrit, c'était Down and Out in Paris and in London, Clochard à Paris et à Londres. Ça a eu un succès modéré, mais bon. Ça et oui, parce que, en fait, ce que vous évoquez dans les débuts de George Orwell, ce sont quelques-uns des livres, peut-être d'ailleurs, qui sont les moins connus ici en France, de George Orwell. Richard Blair, à la suite donc de ces différents livres, je ne sais pas comment ils ont été traduits, dans la Dèche à Paris, je crois, et The Road to Vigan Pier, sur le quai de Vigan, je crois. C'est la manière dont ce livre a été traduit. Ensuite, il a écrit La ferme des animaux, et là, Richard Blair, votre père, George Orwell, est devenu beaucoup plus connu. Yes, we're now moving on, of course, now when he was better known. On passe à l'époque où il était mieux connu. Il travaillait à l'époque pour la BBC, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il a décidé en 1933 qu'il quitterait la BBC, en 1943, pardon, parce qu'il avait un nouveau livre en tête. En fait, il avait deux choses en tête à l'époque. Non seulement il avait un livre en tête, qui est devenu La ferme des animaux, mais parce que ça faisait 10 ans qu'il était marié, il a toujours voulu avoir des enfants. Et je pense que c'est une autre raison pour laquelle il voulait quitter la BBC, parce qu'il voulait persuader sa femme, Eileen, d'adopter un enfant. Et en fait, ce qui s'est passé en 1944, j'ai été adopté par lui et par sa femme, Eileen. Mais dans le même temps, il écrivait La ferme des animaux. Et une des choses dont il faut se souvenir au sujet de La ferme des animaux, c'est que la quantité d'aide qu'il a eue de la part de ma mère, Eileen, disons qu'il écrivait un chapitre ou plusieurs pages par jour, et à la fin de cette journée, Eileen et lui en discutaient. Elle faisait des suggestions pour l'aider. Le problème, non, disons, n'appelons pas ça un problème. Pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ne comprennent pas le rôle que Eileen a joué dans la vie de mon père. Et tristement, La ferme des animaux a été publiée après la mort de ma mère, qui est morte en mars 1945. Elle n'a jamais vu le succès qu'a eu La ferme des animaux. Et je pense que c'est quelque chose de très tragique qu'elle soit morte à cette époque-là, avant de le voir. Parce qu'après, mon père était déjà connu par les livres qu'il avait écrits précédemment. Mais c'est La ferme des animaux qui véritablement l'a lancé dans l'esprit du public.
Et alors, quel souvenir avez-vous de votre enfance, Richard Blair? Donc, vous êtes né en 1944. Il faut, juste pour situer quelques éléments, George Orwell, votre père était malade, il était tuberculeux, il avait été blessé pendant la guerre d'Espagne, et donc sa santé était extrêmement précaire. À partir de 1948, sa santé était véritablement vacillante. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de ce père? Il faut faire très attention au sujet des mémoires d'un petit enfant. En devenant plus vieux, les faits et la fiction commencent à se recouvrir. Mais je me souviens de beaucoup de choses de mon père. Je dois dire d'abord que mon père était absolument dévoué à mon égard. Quand Eileen est morte, tout le monde lui a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire de ton enfant adopté, ton fils adopté, Richard ?» Il a dit « Je vais l'élever, c'est mon fils, et je vais faire ce que je peux pour m'assurer qu'il est bien traité. » Et donc de m'élever comme si c'était des circonstances normales. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que c'était un père qui s'occupait véritablement de moi. C'était rare à cette époque-là. Il me nourrissait, il me changeait, il me donnait le bain. C'était inhabituel parce que la plupart des pères ne faisaient pas ces choses-là à l'époque. On a une photo de vous, je l'ai vue, où vous êtes sur les genoux de George Orwell. Ça veut dire que vous viviez tous les deux, je crois qu'à l'époque, vous viviez dans une petite ferme qu'il avait achetée grâce aux droits d'auteur de la ferme des animaux. About Animal Farm, well, the rights of Animal Farm still exist, of course. Mais les droits sont toujours là, les droits sur la ferme des animaux. Oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que votre père, comme vous l'avez expliqué, a eu pendant une grande période de sa vie des problèmes d'argent, puis les choses se sont légèrement améliorées. Comment s'est déroulée cette période de la vie où il vous a élevé de 0 à 6 ans, donc Richard Blair? Une fois que la ferme des animaux a été publiée, les choses se sont améliorées. Ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il voulait quitter Londres et aller à l'ouest de l'Écosse, dans une île qui s'appelle l'île de Jura. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé, c'est que... Et lui y est allé en fait, c'est que son grand ami, Astor, qui était le propriétaire du journal The Observer, ils avaient une propriété, ces gens-là, sur l'île de Jura. Il est allé là-bas, sur l'île de Jura, il a passé quelques semaines sur place, et il a décidé qu'il aimerait bien y vivre. Et il a loué, en fait, une ferme sur l'île. Il l'a loué à un propriétaire local. C'était une ferme louée, mais il ne faisait pas de travail agricole. Il y est allé simplement pour vivre dans cette maison. Et Avril, sa jeune sœur, est venue s'occuper de la maison et s'occuper de moi. Donc nous avons déménagé là-bas durant la fin de l'été 1946. Et nous sommes installés dans cette ferme parce que c'est là qu'il voulait écrire, ce qui est devenu son dernier grand roman, 1984. C'était un homme qui était très habile de ses doigts, George Orwell. Il travaillait le bois. Yes, he liked to work with his hands. He had a great collection of tools, and he used to make lots of little wooden toys for me. Il avait des outils, il faisait des petits jouets en bois pour moi. Est-ce qu'il était très bon? Je ne suis pas tellement certain qu'il soit très bon. Mais bon, pour un jeune enfant, pour un petit enfant, il fabriquait des jouets pour moi, des petits jouets pour moi. Et c'est ce qui le fait vraiment apparaître exceptionnel, parce qu'il était tellement dévoué à mon éducation, à m'élever comme petit garçon. Il aimait faire ce genre de choses.
comme une famille normale, après tout. Mais à cette époque-là, les pères ne passaient pas beaucoup de temps avec leurs enfants, particulièrement des gens ou des hommes qui venaient de la classe moyenne. Donc il était inhabituel de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui était évidemment très libre dans sa manière de faire, dans sa manière de penser. Il vous laissait tout faire. Je crois qu'il vous a même laissé fumer alors que vous étiez tout petit, Richard Blair. Yes. Well, one mustn't forget, of course, that my father was, Il ne faut pas oublier que mon père était un très très gros fumeur. En fait, il fumait du tabac à pipe qu'il roulait en cigarette. Et toutes les photos que l'on voit de mon père le dépeint avec une cigarette à la bouche, une cigarette aux lèvres. Et l'histoire, c'est que mon père avait un très grand sens de l'humour. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Les gens pensent qu'il est très sérieux. Mais en fait, il avait un sens de l'humour extrêmement acéré. En tant que petit garçon, j'avais à peu près 3 ans. J'avais reçu je m'étais trouvé une pipe. Et pendant le repas, je me suis levé de table et j'ai pris les mégots que mon père jetait dans l'âtre derrière lui, et j'ai pris ces mégots et j'ai mis le tabac dans la pipe et je lui ai demandé son briquet. Eh ben, il m'a passé son briquet. Il faisait semblant de croire qu'il ne savait pas ce que je faisais. J'ai essayé d'allumer la pipe et évidemment, immédiatement, je me suis rendu extrêmement malade. Ce qui l'a beaucoup amusé. Et il l'a fait parce qu'il voulait... il voulait pas que je fume, moi, bien entendu, en tant qu'adulte plus tard, mais ça m'a empêché de fumer jusqu'au moment où je suis allé à l'école. Est-ce que vous aviez la conscience, Richard Blair, que votre père, George Orwell, était malade à l'époque ? I think I probably was, but I didn't know quite what it was about because mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. He spent a lot of time in his bedroom. Il passait beaucoup de temps dans sa chambre à coucher pour écrire ce qui allait devenir 1984. C'était difficile de savoir s'il était en train d'écrire ou s'il était malade, alité. Moi, on me disait, en fait, c'est sa sœur qui me disait que ton père va pas très bien aujourd'hui, il va rester au lit. Et souvent, il devait rester au lit pendant 1 ou 2 semaines jusqu'à ce qu'il surmonte ses douleurs ou l'infection qu'il avait à la poitrine. Et puis il descendait ensuite. Mais lorsque mon père descendait de sa chambre, il passait du temps avec moi. On sortait, on allait pêcher ensemble. On parlait ensemble. Ce dont on parlait, je ne m'en souviens plus. Mais il voulait me voir grandir. Richard Blair, on va continuer dans quelques instants à parler de votre père, George Orwell. Dans la tête d'Orwell, la vérité sur l'auteur de 1984, c'est le livre de Christopher Hitchens, aujourd'hui disparu, qui est publié aux éditions Saint-Simon. On se retrouve dans quelques instants. Richard Blair, et vous serez rejoint par Jean-Jacques Rosa, qui est un grand lecteur de George Orwell. En attendant, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 8h21, George Orwell est probablement l'un des auteurs les plus lus, car de tous les ismes qu'il a réussi et qu'il nous permet de comprendre le fascisme, le communisme et aujourd'hui le populisme, il est aujourd'hui l'auteur qui permet de prendre le plus de recul par rapport à des formes qui sont non seulement des formes politiques, mais aussi des formes sociales de l'oppression. 1984, La ferme des animaux sont aujourd'hui des best-sellers aux États-Unis, mais aussi en France. Un livre est publié à son sujet dans La tête d'Orwell de Christopher Hitchens, un auteur aujourd'hui décédé aux éditions Saint-Simon. Et pour en parler, un invité exceptionnel qui est dans ce studio, Richard Blair, car George Orwell s'appelait Eric Blair.
Blair est ici, s'occupe de la fondation Orwell. Il est traduit par Michel Zlotowski. Et toujours pour évoquer George Orwell, nous sommes en compagnie d'un philosophe et d'un éditeur, Jean-Jacques Rosa. Bonjour. Richard Blair, vous aviez 6 ans lorsque votre père est mort. Finalement, lorsqu'il vous élevait, il était en train d'écrire 1984. Exactement. Après que ma mère soit morte en 1945, mon père a décidé de quitter Londres et d'aller dans un endroit calme pour qu'il puisse se concentrer sur l'écriture de ce qu'il avait à l'esprit à l'époque. Et tristement, ça allait devenir son dernier livre, mais il ne le savait pas. Mais le livre auquel il pensait devait s'intituler « Le dernier homme en Europe ». Et en fait, c'est devenu 1984. Et je voudrais raconter une petite anecdote ici, au sujet du titre 1984. Beaucoup de gens semblent penser que, parce que le livre a été publié ou qu'il a été écrit autour de 1948, qu'il a simplement pris le millésime de l'année, 48, et qu'il l'a inversé. Et il l'a transformé en 1984. Personnellement, je pense ce n'était pas ce qu'il avait à l'esprit. Il y a de nombreuses années, sa femme, Eileen, quand elle avait quitté l'école, avait composé un poème qui s'appelait 1984. Et je pense en fait que c'était un hommage à sa mémoire. Jean-Jacques Rosa, dans les différents textes qui sont aujourd'hui publiés en français sur Orwell, il est question de Richard Blair. Effectivement, dans la correspondance d'Orwell de ces années-là, des années 47-48, notamment quand il est à Barnhill, en face de la mer, dans cette ferme, oui, mais à 15 km de l'épicerie la plus voisine, hein, et avec un chemin qu'on ne prend pas toujours en voiture parce qu'il est tellement mauvais. C'est pas simplement qu'il est dans la nature, c'est qu'il est éloigné. Hein. Effectivement, à ce moment-là, il parle beaucoup dans ses lettres, dans sa correspondance, il parle continuellement de Richard. Par exemple, j'en donne 2 exemples. À David Astor, le directeur qui était son ami, le directeur de l'Observer, Richard va extrêmement bien et est dehors par tous les temps. J'ai le regret de dire qu'il s'est mis à fumer récemment, mais il s'est rendu horriblement malade et ça l'en a dégoûté. C'était une blague, hein, il faut le rappeler, parce que Richard avait 6 ans à l'époque. Je ne l'en empêche pas, bien sûr, mais j'essaye d'améliorer un peu mon langage. On voit le genre d'éducation qu'il cherche à donner, pas une éducation coercitive comme celle qu'il a connue, lui, dans sa propre enfance. Richard semble s'intéresser à la ferme et aux travaux agricoles. Il m'aide au jardin et est parfois très utile. J'aimerais bien qu'il soit fermier quand il sera grand. En fait, je ne serais pas surpris que tous ceux qui parviendront à survivre soient obligés de le devenir. C'est l'angoisse de la Troisième Guerre mondiale qui est présente. Mais je ne vais certainement pas le forcer. Et on trouve dans ce volume qui s'appelle « Une vie en lettres » et qui est en fait une biographie d'Orwell à travers sa correspondance, on trouve énormément de passages comme celui-là. Richard Blair, votre maman était décédée quelques années avant George Orwell. George Orwell est mort en 1950. Qui vous a élevé après ? Lorsque ma mère est décédée en mars 1945, mon père était un petit peu perdu sur ce qu'il allait faire. La chose qu'il voulait absolument faire, c'était de continuer à s'occuper de moi, aussi bien qu'il pouvait le faire. Beaucoup de membres de la famille s'occupaient de moi parce qu'ils devaient partir ici et là. Ils devaient être reporters de guerre aussi à cette époque-là. Mais nous avions les services d'une nanny, Susan Watson, qui s'est occupée de moi pendant un certain temps, enfin assez bref. Mais mon vrai gardien, c'est lorsque nous sommes allés sur l'île de Jura. Mon père a invité sa jeune sœur Avril, qui s'est occupée de la maison et qui s'est occupée de moi.
Et étant donné les circonstances, lorsque mon père est mort en 1950, en fait, elle est devenue la personne qui s'est occupée de moi sur le plan légal aussi. Et donc c'est la sœur d'Orwell qui vous a élevé. Votre tante. C'était ma tante, c'était la sœur la plus jeune de mon père, qui était née en 1908. Jean-Jacques Rosat, aujourd'hui, la question qui se pose à l'issue de cette œuvre particulière, est de comprendre pourquoi il est à ce point actuel. Comment finalement Orwell a réussi à débusquer la plupart des ismes du XXe siècle, je l'ai dit, le fascisme, le communisme, et puis aussi peut-être le populisme. Qu'est-ce qui lui donne cette lucidité particulière, supplémentaire par rapport à la plupart des autres auteurs au XXe siècle? Je dirais un peu brutalement, c'est qu'il n'a pas de théorie, il n'a pas de isme, et il a un souci constant de regarder les faits, ce qui le fait accuser par beaucoup de philosophes français, par exemple, d'être jamais qu'un empiriste, mais de regarder les faits, et notamment les faits déplaisants. Il y a un texte de 1946 où il dit « Oui, je savais que j'avais une facilité pour l'écriture et le pouvoir de faire face à de déplaisantes réalités. » Et je crois que c'est ça la force d'Orwell, et d'avoir réussi à regarder les faits et à s'appuyer toujours sur sa propre expérience. Il part en Birmanie avec tous les préjugés vraisemblablement de son milieu familial. Toute sa famille, une bonne partie de sa famille était dans l'administration de l'Empire britannique. Et il se rend compte immédiatement, ou très vite en tout cas, de ce qu'est l'exploitation coloniale. Il le décrit, il le racontera dans un roman qui s'appelle « Une histoire birmane » et dans lequel il explique à quel point toutes les relations humaines sont pourries, sont détruites par le rapport colonial. Oui, parce que j'ai oublié le premier isme, effectivement, qui est l'anti-impérialisme. C'est le colonialisme. Et c'est très important parce que l'identité britannique, à cette époque-là, être britannique, c'était aussi défendre l'Empire. Et il faut savoir se souvenir de ce qu'était Churchill, par exemple. Et donc, il va réussir à rester... Et c'est ça, les tensions créatrices, comme dit Hitchens dans son livre, d'Orwell, cette capacité à être à la fois anti-impérialiste, mais à rester un patriote britannique, à être antifasciste, mais à ne jamais être communiste ni stalinien, à être de gauche, mais à rester critique constamment et à lutter constamment contre toutes les tendances autoritaires qui peuvent exister à l'intérieur de la gauche. Et ces expériences aussi qu'il a faites, l'expérience en Espagne par exemple. Donc là, il s'est engagé dans la guerre d'Espagne. Il s'engage dans la guerre d'Espagne, il s'engage du côté, évidemment, républicain, sauf que, évidemment, il prendra une balle à quelques millimètres de l'aorte, mais l'autre expérience qu'il fait, c'est qu'il se retrouve à Barcelone le 1er mai 1937, et il assiste à la tentative des communistes, on va simplifier, mais en gros, c'est ça, pour commencer à liquider le POUM, auquel il est lié, puisque c'est dans la milice de ce petit parti marxiste anti-stalinien qu'il est engagé, et pour liquider les anarchistes. Et il rentre en Angleterre, de quoi est-ce qu'il s'aperçoit? Il s'aperçoit à ce moment-là que tout le monde raconte une autre histoire. Et il va publier Hommage à la Catalogne, qui est encore un livre, des plus beaux livres qu'on puisse lire sur la guerre d'Espagne, mais évidemment contre l'opinion dominante de la gauche à ce moment-là. Oui, on voit qu'il est d'une lucidité considérable, bien supérieure par exemple à celle d'un Malraux à la même époque, placé dans les mêmes conditions. Richard Blair, alors que George Orwell, votre père, a eu finalement une éducation extrêmement classique. Il a fait Eton, autrement dit l'un des meilleurs établissements scolaires. Son père est très rigide, il travaille pour la Compagnie des Indes. Comment cela se fait-il que cet homme finalement ait eu une pensée aussi libre, aussi anti-dogmatique? Well, that's an extraordinarily good question, and I'm not sure how one would explain it. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Quand il était à l'école, je pense que c'était un lecteur vorace. Il lisait absolument tout ce qui passait entre ses mains. Ça lui a probablement donné la base ou les fondations de son esprit vif. Parce que quand il est parti en Birmanie,
il a découvert les mensonges qui étaient racontés au nom de l'impérialisme, du colonialisme, appelez ça comme vous voulez. Et il a haï ce qu'il a vu. Il a tellement haï qu'il a dû rentrer et quitter sa position d'officiel et de comprendre que la meilleure des choses à faire, c'était de devenir écrivain. Mais de toute façon, il voulait devenir écrivain. Et c'est là qu'il a décidé que ce qu'il allait écrire serait la vérité nue, telle qu'il l'a vue. Il était très très observateur au sujet de ce qu'il avait vu. Il était très très bon dans l'interprétation des mensonges et des petites méchancetés qu'il voyait dans le gouvernement local, comment le gouvernement fonctionnait. Et il comprenait très bien la façon dont ces gens-là tentaient de manipuler les gens et la vérité. Et finalement, c'est devenu 1984. Et c'est aussi plusieurs autres livres, parce que tout à l'heure, Richard Blair, je vous ai dit que j'avais relu 1984, et vous avez dit il n'a pas écrit que ça. Effectivement, en France, on le connaît d'abord pour 1984 et La ferme des animaux. Il y a beaucoup d'autres œuvres. Jean-Jacques Crozat, s'il fallait présenter l'œuvre d'Orwell à quelqu'un qui ne connaîtrait que 1984, donc cette dystopie présentant un monde atroce, avec des origines fascisto-communistes ou fascisto-staliniennes, pour dire les choses. Et La ferme des animaux, d'ailleurs, comment présenteriez-vous cette fable ? C'est une satire très directe de la révolution russe et de ce qu'elle est devenue. C'est une espèce d'allégorie très, très transparente. Et le reste de l'œuvre, alors le quai de Vigan... Alors, il y a plusieurs aspects. Si on essaie de distinguer les principaux massifs, il y a les 4 romans des années 30, qui sont des romans réalistes, et qui sont très intéressants pour comprendre Orwell, parce qu'au fond, les héros de ces romans ressemblent à des personnages qu'il aurait pu être s'ils n'avaient pas fait un certain nombre de choix. Parce que c'est une des idées, pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est une des choses très importantes, c'est qu'Orwell s'est construit lui-même. Pendant 10 ans, entre 27, c'est-à-dire le moment où il quitte la police et la Birmanie, et le moment où il écrit, où il atteint vraiment son style, c'est-à-dire que dans Hommage à la Catalogne en 37-38, et où il atteint aussi sa position politique, il s'est construit à la fois comme écrivain, et ça a été un long travail pour construire son style à lui. On le voit dans certains défauts de certains romans, d'ailleurs. Et pour construire aussi sa position politique, qu'il n'atteint que véritablement en 1936-37, dans ce livre qui s'appelle Le quai de Vigan, alors qui appartient à un deuxième massif, qui est le massif des textes à la fois personnels et documentaires, des témoignages documentaires. Il y en a 3, c'est dans la Dèche à Paris et à Londres, dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, son expérience dans les bas-fonds, où il a pour modèle, en partie quand même, Jack London, pas oublier. Hommage à la Catalogne, qui est le récit des 6 mois qu'il a passé en Espagne, contre, évidemment, les fascistes, mais aussi victime de la police politique communiste. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a failli être pris. Que c'est seulement à Hélène, sa femme, qui était sur place, qu'il doit d'avoir été sauvé des griffes de la police et d'avoir pu s'échapper. On a retrouvé dans les archives du KGB, on a retrouvé un texte, un document, l'accusant d'être un trotskiste, donc évidemment un hitlérien, ça va de soi, et contre lui qui date du 13 juillet 1937, il s'est échappé fin juin. Et puis, alors, Le quai de Vigan, qui est un livre extraordinaire parce qu'il va passer 2 mois, 3 mois à vivre, à partager la vie de la classe ouvrière britannique dans le nord de l'Angleterre, la partie qui n'a pas été la moins modernisée et qui a le plus souffert de la crise dans les années 30, et avec une deuxième partie qui est assez étonnante, qui est une partie dans laquelle il raconte son propre itinéraire, il explique pourquoi il devient socialiste et toutes les bonnes raisons qu'on aurait de ne pas l'être. Déjà à ce moment-là. On voit effectivement la liberté de cet homme. Richard Blair, vous qui êtes à la fois le fils d'Orwell, mais aussi l'administrateur de la fondation
Orwell, au travers des manuscrits, que sait-on sur la manière dont il écrivait, comment s'y prenait-il? Qu'est-ce que les manuscrits dont vous disposez nous apprennent sur son œuvre? First of all, of course, I'm not the total administrator of the Je ne All suis Foundation. pas l'administrateur de toute la fondation, parce que la fondation est contrôlée par beaucoup de fiduciaires. Et les écrits de mon père sont contrôlés aussi par, en fait, les gens qui s'occupent de l'héritage écrit de mon père. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur la manière dont Orwell écrivait? Comment s'y prenait-il? Est-ce que c'était quelqu'un qui écrivait du premier jet? Est-ce qu'au contraire, il travaillait beaucoup ses manuscrits? Lorsque mon père apprenait son métier, une des choses que l'on sait à son sujet, et c'est ce que l'on voit de ces manuscrits originaux de 1984, parce que tous ces manuscrits ont été détruits. Lorsqu'il écrivait, il l'écrivait, il vérifiait, et il le réécrivait, et encore, jusqu'à ce qu'il ait l'idée qu'il voulait faire passer très très clairement à l'esprit. Et ce qu'il écrivait était simple, en anglais très clair, qui pouvait être compris par tous. Jean-Jacques Rosat, sur la manière dont George Orwell écrivait. C'est évidemment vrai pour un roman ou pour une œuvre comme 1984, mais il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est dans le travail d'Orwell journaliste. C'était un journaliste qui est extrêmement... il a vécu de sa plume de journaliste pendant des années et des années, avant de gagner un peu d'argent avec la ferme des animaux. Et il écrivait énormément, et notamment, il a tenu entre 1943 et 1947 une chronique dans Tribune, qui était le journal de la gauche du Parti travailliste à l'époque, et une chronique hebdomadaire. Et on a des témoignages d'amis d'Orwell qui disent « Ah mais Orwell, il parlait, il était dans la conversation, il discutait sans arrêt, et puis on retrouvait les idées dans la chronique, parce qu'en fait, il se servait de la conversation, des discussions qu'il avait avec ses proches, avec ses amis, qui étaient très divers, qui étaient extrêmement divers, pas du tout sectaires dans ses amitiés. Ça veut dire quoi, divers? Ça allait de quoi à quoi? Pouvoir être ami avec David Astor, qui était le patron de l'Observer, mais qui était quand même une grande famille aristocratique, voilà. Et en même temps, être ami avec Jack Commons, qui était ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, un écrivain prolétarien, à qui il donne, qui permet de laisser habiter dans sa maison à la campagne, pendant qu'il part au Maroc pour essayer de soigner sa tuberculose. Je veux dire, il a une diversité extrême. Il est ami avec des anarchistes. Il peut se... passez-moi l'expression, s'engueuler, vraiment, dans la correspondance, et surtout même publiquement. Il y a une polémique, par exemple, avec les pacifistes en 1942, avec des anarchistes qui ont été ses amis, plus ou moins, avec lesquels il polémique dans un Partisan Review de manière extrêmement violente, parce qu'il les trouve pacifistes et qu'ils pensent qu'être pacifiste en 1942, c'est faire le jeu d'Hitler. Mais après, il devient copain avec eux, et il monte avec les mêmes anarchistes un Freedom Defense Committee, un comité de défense qui est une espèce d'embryon de ce que sera Amnesty International plus tard. Il monte ça en 1945. Donc il est capable de... voilà, il a une grande diversité, et je pense que il y a un lien très fort aussi. Il y a eu un travail d'Orwell pour se débarrasser, il le dit d'ailleurs lui-même, de tout ce qui était artificiel, de tout ce qui sonnait faux dans sa première prose, dans son premier style d'écrivain. Donc le plain, le style simple est en fait le fruit d'un énorme travail, mais en même temps, il y a ce côté familier qui est lié à la conversation, qui fait que quand on lit Orwell, on entend sa voix. Aujourd'hui, je l'ai dit, Richard Blair, votre père, George Orwell, est devenu un immense écrivain, à telle enseigne d'ailleurs qu'il y a un mot, être orwellien, c'est entré aujourd'hui dans le vocabulaire. Les lieux de mémoire orwellien, il y a, je crois, sa maison natale dans le Bihar, donc en Inde,
qui se visitent. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui sont ces lieux que l'on peut visiter, qui marquent le passage d'Orwell? My father, in fact, moved around, certainly when he was back in England, he moved around a lot. He never stayed anywhere more than about 6 months. So that is one of the reasons why, certainly in London, there are what we call the blue plaques on walls which indicate where famous people lived. I think, I mean, he had several addresses in London, of which one or two of them, of course, he was bombed out of. So obviously he had to move. But eventually, of course, he settled in Jura, which was where he stayed for the longest period of time. Sur l'île de Jura, où il a passé la période peut-être la plus longue de sa vie, où il est resté 6 ans. Et que l'on peut visiter, on peut aller voir donc cette petite maison qu'il louait où vous avez, vous n'y êtes pas né, mais en tout cas vous y avez vécu les premières années de votre vie. Yes, that's an interesting point. The farm in un point intéressant. La ferme sur l'île de Jura, on peut la visiter par beaucoup de gens qui viennent du monde entier. Et le plus gros problème, c'est que c'est une ferme qui est propriété privée. Elle est toujours la propriété des gens à qui nous l'avions louée en 1945. Et elle est utilisée comme une maison de vacances. Et les descendants des propriétaires y vivent encore. Et leur plus gros problème, c'est que, parce que c'est tellement loin de tout, c'est un problème physique. C'est les gens qui viennent sur l'île, ils conduisent environ 45 km jusqu'à cet endroit et ils pensent qu'ils peuvent rentrer dans le lieu et, par exemple, s'en servir pour faire revivre la mémoire de mon père. Mais c'est pas possible. De la postérité d'Orwell, Jean-Jacques Rosat, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a des Orwelliens de droite, des Orwelliens de gauche. Il est utilisé pour la pensée antitotalitaire. Il est utilisé comme conservateur, puisqu'on parle d'anarchisme Tory. Bref, il est extrêmement polyvalent, George Orwell. Les tensions dans sa personnalité et dans sa pensée et la quantité de son œuvre, la richesse de son œuvre. Parmi les massifs qu'il aurait fallu évoquer, il y a les essais. Je pense que il a été... Ils sont traduits en français ? Oui, bien sûr. Tout est traduit. Tout est traduit. Et je pense que, évidemment, 1984 et La ferme des animaux sont des chefs-d'œuvre, mais par ailleurs, c'est un essayiste extraordinaire. Et je pense que la pensée, et notamment la pensée politique d'Orwell, qui nous intéresse le plus, elle est fondamentalement dans les essais, notamment dans les essais qui ont été écrits entre 1945 et 1947, c'est-à-dire la période où il construit 1984. Si on veut comprendre bien 1984, il faut se reporter, lire en même temps des essais qui peuvent être à la fois sur Swift et la politique, qui peuvent être sur la question de l'Europe, d'une Europe socialiste, etc., qui peuvent être aussi sur la littérature. Un de ses grands essais, c'est évidemment la littérature, Où meurt la littérature, qui est un grand texte sur totalitarisme et littérature. On peut lire aussi Chronique orwellienne, c'est le livre que vous avez écrit, Jean-Jacques Rosat. On peut lire Dans la tête d'Orwell, la vérité sur l'auteur de 1984, Christopher Hitchens l'a signé. Il est traduit de l'anglais par Bernard Cohen. Merci Richard Blair de nous avoir rendu visite. Vous étiez traduit ici même par Maître Zlotowski, que je remercie. Je vous invite, Richard Blair, Michel Zlotowski et Jean-Jacques Rosat, à patienter quelques instants, car voici la désormais célèbre séquence TTC, transition, théorie culturelle, conclusion à 8h46 sur France Culture.